Décembre 1995. Vierzon, France. Un homme éteint les lumières d'un atelier pour la dernière fois. La porte de fer se ferme. Un seul son dans le froid de l'hiver. Le claquement d'un verrou. 148 ans d'histoire. Silence. Pourtant, 40 ans plus tôt, cet atelier était le cœur battant de l'agriculture française. Des tracteurs verts, ce vert inimitable, ce vert que tout paysan français reconnaissait de loin, labouraient les champs de la Bretagne à la Provence. Ils tournaient à gazole, à l'huile végétale, même à l'huile usagée. En 1955, 5000 machines sortirent de ces murs en une seule année. Les ouvriers étaient fiers. La ville vivait. La France regardait Vierzon avec respect. Aujourd'hui, ce verre n'existe plus. Les ateliers sont froids. Les ouvriers sont partis sans cérémonie, sans discours, sans adieu digne de ce nom. Comment un empire bâti par les mains d'un simple charpentier, un homme qui avait remporté 318 médailles, a-t-il pu disparaître complètement? Pas à cause d'un mauvais produit, pas à cause d'un manque de savoir-faire. La réponse se cache dans une guerre, dans une nuit de libération devenue nuit d'assassinat, et dans une décision qui a effacé la couleur de l'âme d'une ville entière. Vierzon, France. 1847-1995. L'histoire d'un pionnier, et le prix d'avoir été trop en avance sur son temps. Il faut imaginer la scène. Un jeune charpentier des Vosges, debout dans le champ de son père, regarde un homme s'épuiser à battre le blé à la main. Geste après geste, heure après heure, sous le soleil de l'été. Son père n'est pas vieux, mais ce travail le vieillit. Le fils observe, il réfléchit, et il se dit qu'il doit exister une meilleure façon de faire. Ce fils s'appelle Célestin Gérard. Nous sommes en 1847. Et cette scène, un homme qui regarde le travail humain et se demande comment le rendre moins cruel, est le point de départ de 148 ans d'histoire industrielle française. Gérard n'est pas ingénieur. Il n'a pas fait d'études supérieures. Il est charpentier, un artisan du bois qui a accompli son tour de France, ce voyage initiatique à travers les régions qui forgent les meilleurs compagnons. Mais son intelligence n'est pas celle des livres. C'est celle des mains, celle de l'observation, celle de l'homme qui voit un problème et ne peut pas s'empêcher de chercher une solution. Il construit sa première batteuse mécanique, pour son père, sans manuel, sans modèle existant. Par logique pure et par amour filial, la machine fonctionne. Des agriculteurs du Berry, cette région du centre de la France aux terres riches et aux hivers longs, l'ont remarqué. Ils l'invitent à s'installer parmi eux. Le 15 octobre 1847, Célestin Gérard ouvre un petit atelier à Vierzon, une bourgade sur les rives du Cher, à 2 heures de Paris. La ville n'a pas encore de destin industriel. Gérard va lui en donner un. Ce qui suit n'est pas une ascension rapide. C'est une construction patiente, tédue, année après année. Gérard fabrique des tarare, les machines à vanner le grain, puis des coupes-racines pour préparer la nourriture du bétail, puis des batteuses de plus en plus perfectionnées. Chaque machine est pensée pour le paysan français, robuste, simple à entretenir, économique. Il ne cherche pas à impressionner les ingénieurs. Il cherche à soulager les dos. En 1861, il franchit une étape décisive. Il ajoute à son atelier la construction de locomobiles à vapeur, ces moteurs portables qui permettent d'alimenter les batteuses dans les fermes les plus reculées. En 30 ans de production, son atelier sort 1600 locomobiles et 2600 batteuses. Des chiffres qui représentent autant de fermes transformées, autant de familles soulagées d'un labeur écrasant. Les jurys des grandes expositions agricoles le remarquent, puis ils l'admirent, puis ils ne peuvent plus l'ignorer. En 1878, Célestin Gérard se présente à l'exposition universelle avec un bilan qui stupéfie ses contemporains. 318 médailles et diplômes d'honneur accumulés au fil des concours, des foires, des expositions régionales et nationales. 318 fois, des juges indépendants ont examiné ces machines et ont dit « c'est le meilleur ». Il est aussi, dit-on, un patron proche de ses ouvriers. Dans une époque où la distance entre le patron et l'atelier est souvent abyssale, Gérard connaît le prénom de ses hommes. Il comprend leur fatigue parce qu'il a lui-même travaillé de ses mains. Mais Célestin Gérard n'a pas d'héritier capable de reprendre l'entreprise. En 1879, à 70 ans passés,
Il vend ses ateliers à un consortium d'hommes d'affaires mené par Lucien Arbel. La transaction est propre, légale, sans drame apparent. L'entreprise change de main et prend un nouveau nom, la Société française de matériel agricole et industriel, la SFMAI. En 1889, la structure juridique est consolidée. En 1868, le nom évoluera encore vers la Société française de Vierzon, la SFV. Le fondateur s'en va. Mais les fondations qu'il a posées, la réputation, les savoir-faire, l'ancrage dans la terre française restent intacts. Ce que Gérard ne pouvait pas imaginer, en remettant ses clés à Lucien Arbel ce jour-là, c'est que l'entreprise qu'il avait construite planche par planche allait traverser 2 guerres mondiales. Une occupation nazie, un assassinat, une trahison américaine, et tenir encore 116 ans après son départ. Ce que personne ne pouvait imaginer non plus, c'est comment tout cela finirait. La suite de cette histoire commence par une machine verte et par un homme qui allait lui donner une âme. Il faut comprendre ce qu'était la France agricole des années 1930. 80% des campagnes françaises travaillaient encore avec des chevaux. Le tracteur existait. Les Américains en produisaient depuis les années 1910. Mais il était cher, complexe, capricieux. Un paysan du Berry ou du Limousin ne pouvait pas se permettre une machine qui tombait en panne dès que le carburant n'était pas exactement le bon, une machine qu'il fallait confier à un mécanicien spécialisé à chaque problème. Ce que la France rurale attendait, c'était une machine robuste, simple, économique, une machine qui pardonnait. La Société française de Vierzon allait lui donner exactement ça. En 1932, les ingénieurs de la SFV étudient 2 prototypes. Ils observent ce qui se fait en Europe, notamment en Allemagne, où le Lanz Bulldog a révolutionné l'agriculture avec son moteur semi-diesel à tête chaude, appelé le moteur à boule chaude. Le principe est brutal dans sa simplicité. Une boule métallique chauffée au rouge permet l'allumage du carburant. Pas de bougie, pas de système électrique complexe. Et surtout, le moteur accepte n'importe quel carburant liquide. Gazole, huile végétale, huile de vidange, pétrole lampant. Si ça brûle, ça fait tourner le moteur. Pour un paysan français de 1933, c'est une révolution. En 1934, la SFV lance le H1 en série, premier tracteur de la marque. Monocylindre horizontal à boule chaude, peint dans un vert caractéristique qui va devenir la signature visuelle de la maison. Ce vert, profond, légèrement sombre, impossible à confondre, n'est pas un hasard marketing. C'est l'identité d'une entreprise qui sait ce qu'elle est, française, rurale, enracinée. Le H1 ressemble au Lanz Bulldog dans ses principes mécaniques, mais la SFV ne copie pas. Elle adapte, elle affine, elle construit quelque chose qui lui appartient. Les années suivantes voient une gamme s'élargir avec méthode, des modèles plus puissants pour les entrepreneurs de battage qui ont besoin de tirer les lourdes batteuses à travers les chemins de terre. Des modèles plus légers pour les petites exploitations. Des versions vigneronnes, au gabarit étroit, pour s'insinuer entre les rangées de vignes du Bordelais et de la Bourgogne. Chaque machine est pensée pour un usage précis, pour un utilisateur précis, pour une terre précise. La SFV ne vend pas des tracteurs, elle vend des solutions. Et les agriculteurs français comprennent la différence. Dans les coopératives, dans les foires agricoles, dans les cafés du village après la messe du dimanche, le tracteur vert de Vierzon devient une référence. On dit le Vierzon comme on dit le Ricard ou le Michelin, avec ce possessif affectueux qui signifie que l'objet est entré dans la culture, qu'il n'est plus seulement un outil mais une part de l'identité paysanne. Mais ce n'est qu'un début. Après la guerre, quelque chose d'extraordinaire va se produire à Vierzon. Quelque chose que personne n'avait prévu. La libération de 1944 laisse la France exsangue. Les champs sont à l'abandon. Les chevaux ont été réquisitionnés ou tués. Les campagnes ont besoin de mécanisation. Vite, massivement, immédiatement. Le gouvernement lance des plans de modernisation agricole. Les crédits affluent. La demande explose. La SFV se retrouve exactement au bon endroit, au bon moment, avec le bon produit. Les commandes s'accumulent. L'atelier tourne en cadence. Entre 1946 et 1950, le modèle FV1, premier tracteur de l'après-guerre, permet à la SFV de produire 4500 machines,
fabriqués non seulement à Vierzon, mais aussi à l'arsenal de Roanne pour absorber la demande. En 1948, le rythme de production atteint 170 tracteurs par mois. Ce n'est plus un atelier, c'est une usine. Puis vient le 302. Le modèle 302, lancé en 1950, est l'aboutissement de tout ce que la SFV a appris en 15 ans de construction de tracteurs. Son moteur monocylindre de 5350 cm3 tourne à 800 tours par minute. Un régime lent, presque méditatif, qui produit un son grave et régulier reconnaissable entre 1000, 27 à 30 chevaux, 2200 kg sur la balance, 5 vitesses Wines avant. Il tire une charrue à 2 socs sans effort. Les paysans l'aiment immédiatement. Le 302 sera fabriqué pendant 8 ans consécutifs, la carrière la plus longue de tous les modèles SFV. Près de 9400 exemplaires sortent des chaînes. Dans les années qui suivent, des moissonneuses-batteuses SFV s'y ajoutent. La marque ne veut plus seulement labourer les champs français, elle veut les récolter aussi. En 1965, la SFV atteint son sommet, 5000 machines de tout type produites en une seule année. Les ateliers couvrent 18 000 mètres carrés au cœur de Vierzon. La ville compte plus de 6 000 salariés dans ses principales usines. Les trois plus grandes, dont la SFV, emploient à elles seuls plus de 1700 ouvriers. Vierzon, en ces années-là, n'est pas seulement une ville industrielle. C'est une ville vivante, fière, consciente de sa valeur. Les ouvriers de la SFV ont une identité. Ils savent qu'ils construisent dans quelque chose d'important. Des machines qui nourrissent la France, qui transforment le labeur des campagnes, qui portent ce verre reconnaissable partout où elles passent. Le matin, l'odeur du métal chauffé et de l'huile de coupe flotte sur les quartiers ouvriers. Le soir, les hommes rentrent chez eux avec cette fatigue propre du travail bien fait. Il y a une fierté particulière à construire un Vierzon. Une fierté que l'on ne peut pas acheter, que l'on ne peut pas décréter depuis un bureau à Paris ou à Chicago. Mais dans les couloirs feutrés des directions commerciales, quelque chose commence à changer. Les concurrents ne dorment pas. John Deere arrive d'Amérique avec des tracteurs multicylindres, silencieux, confortables, dotés d'hydraulique sophistiquée. Massey Ferguson innove à chaque salon. Renault modernise sa gamme avec des moteurs diesel 4 cylindres. La mécanisation agricole entre dans une nouvelle ère, celle du confort, de la polyvalence, de la puissance croissante. Le moteur à boule chaude, ce monocylindre lent qui avait fait la gloire de la SFV, commence à paraître ce qu'il est en réalité. Une technologie des années 1930. Personne à Vierzon ne veut voir cette vérité en face. Et c'est précisément ce refus de voir qui va tout faire basculer. Mais avant que la machine ne commence à se fissurer, il y a une nuit que Vierzon n'oubliera jamais. Une nuit où la joie de la libération et le sang d'un homme se mêlent sur le même pavé. Le 22 juin 1940, la France signe l'armistice. En 6 semaines, l'armée allemande a traversé le pays comme un couteau traverse du beurre. Paris est occupé. Le gouvernement se replie à Vichy. Et la ligne de démarcation, cette frontière absurde tracée à travers le corps de la France, coupe Vierzon en deux. Le nord de la ville en zone occupée, le sud en zone libre. Une même rue, deux mondes. Pour la société française de Vierzon, la question se pose immédiatement, sans détour, sans possibilité d'esquiver. Que fait-on? Fermer l'usine, c'est abandonner les ouvriers sans salaire, sans ressources, dans une ville déjà étranglée par la guerre. C'est aussi offrir aux Allemands un prétexte pour saisir les installations et les exploiter à leur guise. Continuer à produire, c'est alimenter, au moins indirectement, la machine de guerre nazie. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que des choix impossibles. La direction choisit de continuer. C'est dans ce contexte que Pierre Chevalier entre dans l'histoire de la SFV. Chevalier n'est pas un homme ordinaire. Ingénieur de formation, il a été appelé à la rescousse dans les années 1930 pour redresser une entreprise en difficulté financière. C'est lui qui a supervisé la mise au point des premiers prototypes de tracteurs. C'est lui qui a transformé un atelier de batteuse en véritable constructeur de machines agricoles motorisées. Sans Pierre Chevalier, il n'y aurait peut-être pas de tracteur Vierzon, pas de H1, pas de 302, pas de cette couleur verte qui va traverser les décennies. Sous l'occupation, il dirige la SFMI dans des conditions qui auraient brisé un homme moins tenace. Les matières premières manquent.
L'acier est rationné, réquisitionné, détourné vers l'effort de guerre allemand. Les ouvriers qualifiés partent au service du travail obligatoire. Ces déportations forcées vers les usines du Reich qui virent les ateliers français de leur substance humaine. La production, qui atteignait encore 434 tracteurs en 1941, s'effondre progressivement. 320 en 1942, 116 seulement en 1943. L'usine tourne au ralenti comme un cœur qui s'épuise. Il y a aussi une autre pression, plus insidieuse. Chevalier est membre du Conseil national, l'organe consultatif du régime de Vichy. Il préside le conseil départemental du Cher en 1942. Il dirige la section locale de la Légion des volontaires français à Vierzon. Dans la France de l'occupation, ses fonctions ne sont pas neutres. Elles impliquent des compromis, des accommodements, une proximité avec un pouvoir qui collabore avec l'ennemi. Les ouvriers de la SFAV voient, ils enregistrent, ils n'oublient pas. Dans les rues de Vierzon, la vie se rétrécit comme une peau de chagrin. La ville coupée en deux vit une existence schizophrène. Des familles séparées par la ligne de démarcation inventent des stratagèmes pour se retrouver. On raconte que des cercueils vides servent parfois à faire passer des vivants d'une zone à l'autre, profitant du respect dû au convoi funèbre. Les enfants grandissent avec la peur comme compagne quotidienne. Les hommes jeunes disparaissent, partis au STO, partis dans le maquis, partis on ne sait où. L'usine continue de tourner, plus lentement, plus silencieusement, comme si elle retenait son souffle. En 1944, le front se rapproche. Les bombardements alliés frappent les nœuds ferroviaires. Vierzon est un carrefour important. Ses voies de chemin de fer sont des cibles. La ville tremble. Les vitres se brisent. Les caves se remplissent de familles terrifiées. Et puis, en ce début de septembre 1944, quelque chose change dans l'air. Les Allemands commencent à plier bagages. Les convois motorisés remontent vers le nord. Les uniformes Feldgros se font plus rares dans les rues. Le bruit court, puis la certitude s'impose. Ils partent. La libération approche. Et c'est là que tout va basculer, dans la joie et dans le sang, le même soir, dans la même ville. Le 4 septembre 1944, dans la soirée, les Allemands quittent Vierzon sans combattre. Pas un coup de feu, pas une résistance. Ils sont simplement partis, comme une marée qui se retire, laissant derrière eux 4 ans d'occupation, de peur, d'humiliation et de compromis. Dans les rues, les gens sortent, les fenêtres s'ouvrent, les drapeaux tricolores apparaissent au balcon, ces drapeaux cachés pendant 4 ans sous les planchers et derrière les faux murs. On s'embrasse, on pleure, on rit. Vierzon est libre, mais dans une chambre à coucher d'une maison de la ville. Une scène d'une toute autre nature est en train de se jouer. Pierre Chevalier est chez lui. Ce soir-là, un commando de 5 hommes entre dans sa demeure. Il monte jusqu'à sa chambre. Sa femme est présente. Son fils Jacques, un enfant, est présent. 4 coups de feu. Pierre Chevalier s'effondre. Il meurt sur place, à 57 ans, le soir même de la libération de la ville qu'il avait contribué à faire vivre industriellement pendant plus d'une décennie. L'homme qui avait conçu le premier tracteur vert de Vierzon, l'homme sans qui la SFV n'aurait peut-être jamais existé dans sa forme la plus glorieuse, est assassiné au moment précis où la France retrouve sa liberté. Le même soir, 3 autres employés de la SRFMA sont exécutés. Même accusation, collaboration avec l'ennemi. La France de la libération est ainsi. Ce n'est pas une période simple, propre, héroïque comme les manuels scolaires aiment parfois la décrire. C'est une période de règlement de comptes, de vengeance accumulée pendant 4 ans, de justice expéditive rendue par des hommes qui ont souffert et qui ne veulent plus attendre les tribunaux. L'épuration, cette purge des collaborateurs réels ou supposés, prend des formes brutales dans les premières semaines. Les comités locaux jugent vite, parfois trop vite. À Vierzon, les ouvriers de la SFV qui avaient regardé leur directeur siéger aux côtés du pouvoir vichiste, qui avaient vu certains cadres exercer leur autorité à l'ombre de l'occupant, rendent leur verdict à leur façon. Pierre Chevalier était-il un collaborateur convaincu ou un homme qui avait fait des choix impossibles pour maintenir l'usine en vie et protéger ses ouvriers? La question reste ouverte, débattue, douloureuse. Son fils Jacques, qui avait vu son père mourir devant lui ce soir-là,
passa une grande partie de sa vie à tenter d'y répondre. Il écrivit un livre. Il rassembla des témoignages. Il chercha la vérité dans les archives. Jacques Chevalier mourut des décennies plus tard. Le 4 septembre, exactement 67 ans après l'assassinat de son père. Le même jour, le même mois, comme si l'histoire refusait de lâcher cette famille. Après les assassinats, la SFMAI est au bord du gouffre. Plusieurs cadres sont arrêtés. Les propriétaires de l'entreprise font face à une ordonnance de confiscation de leurs biens. Le gouvernement provisoire veut punir ceux qui ont profité de l'occupation. Il refuse de se laisser déposséder et porte dans l'affaire devant le Conseil d'État. La procédure est longue, incertaine. Elle ne sera tranchée en leur faveur que le 11 juillet 1947, 3 ans après la libération. Entre-temps, le ministère de la Production industrielle nomme un administrateur provisoire, Vincent Berruet, un homme issu du personnel de la société. Il prend les rênes dans le chaos, tente de maintenir la production, de rassurer les ouvriers, de garder l'usine debout. Il y parvient à peine. 1 an après sa nomination, Vincent Berruet meurt dans un accident de voiture. Un deuxième administrateur, un certain Caillon, le remplace. C'est lui qui va trouver une solution de survie inattendue. Faire fabriquer une partie des tracteurs SFV à l'arsenal de Roanne, une installation militaire reconvertie pour répondre à la demande qui explose dans une France qui veut mécaniser ses campagnes à tout prix. L'usine survit, par volonté, par nécessité, par la force brute des ouvriers qui reviennent chaque matin pointer, parce que c'est leur usine, parce que c'est leur ville, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de continuer. Mais une question flotte désormais dans les ateliers, non formulée, suspendue dans l'air comme la poussière de métal. L'entreprise sans Chevalier est-elle encore la même entreprise? L'âme qui avait conçu le tracteur vert est partie avec lui. Ce qui reste, c'est l'outil, puissant, fonctionnel, capable de rebondir. Mais quelque chose d'irremplaçable a disparu ce soir du 4 septembre 1944. Et personne, dans les décennies qui suivront, ne saura vraiment le remplacer. La France a besoin de tracteurs. La SFV va en construire, plus que jamais. Mais sous la surface de cette renaissance, les fissures les sont déjà là, et elles grandissent. L'été 1945. La guerre est finie. La France regarde ses campagnes et voit l'étendue du désastre. Les chevaux manquent, réquisitionnés, tués, épuisés par 4 ans de conflit. Les hommes manquent aussi, morts au front, rentrés blessés, revenus des camps avec des corps et des esprits que la guerre a cassés. Les champs en friche s'étendent à perte de vue. Le gouvernement provisoire du général de Gaulle comprend une chose avec urgence. Si la France veut manger, si elle veut se reconstruire, si elle veut retrouver sa dignité après l'humiliation de l'occupation, elle doit mécaniser son agriculture. Vite, massivement, sans attendre. C'est dans ce contexte que la SFV reçoit un cadeau que l'histoire offre rarement 2 fois. Être exactement au bon endroit, avec exactement le bon produit, au moment exactement où le pays en a le plus besoin. Les commandes arrivent comme une marée montante. Les crédits de modernisation agricole que le gouvernement déverse dans les campagnes françaises se traduisent en bons de commande, en livraison, en tracteurs verts qui sortent des ateliers de Vierson et prennent la route vers les fermes de toute la France. Entre 1946 et 1950, le modèle FV1, premier tracteur de l'après-guerre, robuste, fiable, conçu pour une France qui n'a pas encore les moyens d'être exigeante, sort à 4500 exemplaires des chaînes de Vierzon et de l'arsenal de Roanne. Puis vient le 302. Et avec lui, quelque chose change. Ce n'est plus seulement une machine qui répond à un besoin urgent. C'est une machine que les paysans veulent, qu'ils demandent par son nom, qu'ils recommandent à leurs voisins. Le 302 devient en quelques saisons le tracteur de référence de l'agriculture française de moyenne montagne, assez puissant pour les travaux lourds, assez simple pour être entretenu par un mécanicien de village, assez économique pour des exploitations qui comptent chaque litre de carburant. Près de 9400 exemplaires fabriqués en 8 ans. La carrière la plus longue, la plus stable, la plus aimée de toute l'histoire de la marque. C'est dans ces années-là qu'un jeune homme entre pour la première fois dans les ateliers de Vierzon. Il s'appelle, appelons-le Marcel. Il a 22 ans en 1952. Son père était ouvrier à la SFV avant la guerre.
Son grand-père réparait des batteuses dans la région. La mécanique agricole, pour lui, ce n'est pas un métier choisi par défaut. C'est une histoire de famille, une transmission silencieuse qui se fait de main en main, d'atelier en atelier, de génération en génération. Marcel entre à la SFV comme apprenti peintre industriel. Son travail, appliquer ce verre caractéristique sur les capots, les carters, les garde-boue des tracteurs qui sortent de la chaîne d'assemblage. Un travail qui semble simple, qui ne l'est pas. La couleur doit être parfaite, uniforme, sans coulure, sans manque, sans variation de teinte. Parce que cette couleur, c'est la signature de la maison. Un tracteur Vierzon mal peint, c'est un tracteur Vierzon qui n'existe pas vraiment. Marcel apprend vite. Il apprend bien. Et il comprend quelque chose que son chef d'atelier lui dit un matin, entre deux pulvérisations. Le vert, c'est pas une couleur, c'est une promesse. Marcel passera 30 ans à tenir cette promesse. Chaque matin, chaque tracteur, chaque couche de peinture appliquée avec la même attention que la première. Mais au milieu de cette prospérité apparente, quelque chose gronde sourdement. Les ingénieurs de la SFV qui se rendent aux salons agricoles internationaux reviennent avec des rapports qui inquiètent. À Paris, à Hanovre, à Chicago, les concurrents présentent des machines d'une génération différente. John Deere lance des tracteurs 4 cylindres avec des hydrauliques perfectionnées et des cabines fermées qui protègent le conducteur du froid et de la pluie. Massey Ferguson dévoile des modèles polyvalents, légers, maniables, que les jeunes agriculteurs adoptent immédiatement. Renault modernise sa gamme avec des moteurs diesel multicylindres qui offrent une puissance régulière, un démarrage immédiat, une consommation prévisible. Face à tout cela, le moteur à boule chaude de la SFV commence à montrer son âge. Ce n'est pas qu'il soit mauvais, il est même, dans certaines conditions, supérieur. Sa robustesse est légendaire, sa capacité à tourner avec n'importe quel carburant reste un avantage réel dans les régions reculées. Son faible régime de rotation lui confère une longévité exceptionnelle. Mais il est lent à démarrer. Il faut chauffer la boule au chalumeau par temps froid, un rituel que les anciens acceptent avec philosophie, mais que les jeunes agriculteurs trouvent archaïque. Il est bruyant d'une façon particulière, ce battement lent et grave qui était autrefois une fierté et qui commence à sonner comme un aveu de vieillesse. Et surtout, il est monocylindre. Dans un monde qui passe au multicylindre, rester au monocylindre, c'est choisir de rester au bord de la route pendant que les autres accélèrent. La direction de la SFV voit le problème. Elle n'est pas aveugle. En 1955, elle tente une première réponse. Une gamme de tracteurs utilisant des moteurs diesel Peugeot, modernes, multicylindres, faciles à entretenir. L'idée est bonne sur le papier. L'exécution est laborieuse. Les moteurs Peugeot ne sont pas conçus pour l'usage agricole intensif. Ils demandent des adaptations coûteuses, des modifications qui prennent du temps, de l'argent, des ressources d'ingénierie que la SFV n'a pas en abondance. Les modèles sortent en retard. Ils ne convainquent pas totalement. Les clients qui avaient attendu une révolution reçoivent une évolution hésitante. La fenêtre d'opportunité se referme lentement. Les concurrents ne font pas de pause. Marcel, dans son atelier, continue de peindre en vert. Il ne lit pas les rapports des ingénieurs. Il ne suit pas les parts de marché. Mais il voit des choses. Il voit les discussions tendues entre les chefs d'atelier, les visites de représentants en costume qui parcourent les lignes de production avec des expressions difficiles à déchiffrer, les rumeurs qui circulent à la cantine sur des changements qui arrivent, sur des décisions qui se prennent loin de Vierzon, dans des bureaux que personne ici ne connaît. Il continue de peindre. Parce que c'est son travail, parce que tant que les tracteurs sortent le verre de l'atelier, c'est que rien n'est encore perdu. Pour l'instant, ce que Marcel ne sait pas encore, ce que personne à Vierzon ne sait encore, c'est que la couleur verte a les jours comptés et que la décision qui va tout changer est en train de se prendre à des milliers de kilomètres de là, dans une ville de l'Illinois appelée Racine. Racine, Illinois. 1958, la GI Case Company est l'une des plus vieilles entreprises de machinisme agricole du monde. Fondée en 1842, 5 ans avant que Célestin Gérard n'ouvre son atelier à Vierzon, elle a grandi avec l'Amérique, avec ses plaines infinies, avec ses fermes qui couvrent des surfaces que les paysans français ne peuvent pas imaginer. Case fabrique des tracteurs puissants, des moissonneuses-batteuses géantes,
des machines conçues pour une agriculture d'échelle industrielle. C'est une entreprise qui pense grand, qui pense dollar, qui pense marché mondial. Et en 1958, CAS regarde l'Europe. Le marché commun vient de naître. 6 pays signent le traité de Rome l'année précédente. Les barrières douanières entre la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg commencent à tomber. Pour une entreprise américaine qui veut vendre des tracteurs en Europe, avoir une usine sur le continent européen n'est plus un avantage. C'est une nécessité. CAS cherche une porte d'entrée. La SFV affaiblie, endettée, incapable de financer seule la modernisation de sa gamme, est cette porte. Les négociations se font discrètement. Du côté français, la direction de la SFV sait qu'elle n'a plus beaucoup d'options. Les modèles à boule chaude perdent des parts de marché chaque trimestre. La tentative de modernisation avec les moteurs Peugeot n'a pas produit les résultats espérés. Les banques commencent à regarder les bilans avec des yeux moins bienveillants. Trouver un partenaire solide, un partenaire qui apporte des capitaux et une technologie moderne, c'est peut-être la seule façon de survivre. Du côté américain, CAS voit dans la SFV ce qu'elle cherche. Une usine établie, une main-d'œuvre qualifiée, un réseau de distribution en France et une marque qui, malgré ses difficultés, reste connue et respectée dans les campagnes françaises. En 1958, CAS entre dans le capital de la Société française de Vierzon. La SFMI devient la Société française CAS de matériel agricole et industriel. Un nom long, hybride, qui dit tout sur ce qu'est devenue l'entreprise. Ni vraiment française, ni vraiment américaine. Un assemblage de deux mondes qui ne parlent pas la même langue, pas seulement l'anglais et le français, mais deux philosophies industrielles radicalement différentes. À Vierzon, on apprend la nouvelle dans les ateliers, entre deux postes. Certains ouvriers haussent les épaules, si ça permet de garder le travail, soit. D'autres sont plus inquiets. Ils ont vu ce qui arrive quand une grande entreprise étrangère rachète une marque locale. Ils savent comment ces histoires finissent, en général. C'est à cette époque qu'un deuxième homme entre dans notre récit. Appelons-le Antoine. Il a 26 ans en 1958. Diplômé d'une école technique de la région, il vient d'être recruté par la SFV comme ingénieur junior dans le bureau d'études. C'est sa première vraie expérience professionnelle. Il arrive avec des carnets neufs, des crayons bien taillés, et cette énergie particulière des jeunes gens qui croient encore que leur travail peut changer les choses. Antoine est fasciné par les moteurs à boule chaude. Il trouve dans leur simplicité radicale une forme de génie que les moteurs modernes, avec leur électronique et leur système d'injection complexe, ont perdu. Il passe ses premières semaines à démonter et remonter des 302, à comprendre leur logique profonde, à dessiner des améliorations possibles dans ses carnets. Son chef lui dit, avec une bienveillance teintée de tristesse, « C'est beau ce que tu fais, Antoine. Mais ce n'est plus ça qu'on nous demande. » Antoine ne comprend pas encore ce que cette phrase signifie vraiment. Il va comprendre très vite, car la direction vient de prendre une décision qui va changer non seulement le moteur des tracteurs de Vierzon, mais leur couleur, leur nom et leur âme. 1958. La SFV abandonne le moteur à boule chaude. La décision est présentée comme une modernisation nécessaire, inévitable, courageuse. On remplace le monocylindre lent et rustique par de nouveaux modèles bicylindres, le 303 et le 403, qui doivent réconcilier la tradition de Vierzon avec les exigences d'une agriculture moderne. Les ingénieurs travaillent d'arrache-pied. Antoine fait partie de l'équipe. Les carnets s'accumulent, les heures supplémentaires aussi. Le résultat est décevant. Le 303 et le 403 souffrent de problèmes techniques qui ternissent leur lancement. Les agriculteurs qui avaient attendu une révolution reçoivent une machine hésitante, ni aussi fiable que l'ancienne gamme, ni aussi moderne que les concurrents. Les retours du terrain sont mauvais. Les concessionnaires s'impatientent. Les parts de marché continuent de s'effriter. Et puis vient le coup de grâce administratif. Le 30 juin 1959, la Société française CAS de matériel agricole et industriel est placée en règlement judiciaire. Un administrateur judiciaire provisoire est nommé. Il examine les comptes. Il évalue les options. Il ne prononce pas la liquidation. L'usine a encore de la valeur. Les hommes ont encore du savoir-faire. Il reste quelque chose à sauver.
Mais la restructuration est inévitable. Le 6 juillet 1959, 6 jours après le dépôt de bilan, une nouvelle entité est constituée lors d'une assemblée constitutive d'urgence, la compagnie de tracteurs. C'est cette structure qui va poursuivre l'activité sous le contrôle croissant de Caz. Antoine assiste à tout cela depuis son bureau d'études. Il voit arriver les cadres américains. Des hommes en costume gris qui parlent anglais entre eux, qui regardent les chaînes de production avec des yeux de comptables plutôt que d'ingénieurs, qui posent que des questions sur les coûts, les délais, les marges, rarement sur la qualité ou le savoir-faire. Il voit les réunions à huis clos dont personne ne sort avec un sourire. Il voit les organigrammes se modifier, les responsabilités se déplacer, les décisions qui se prenaient autrefois à Vierzon commencer à se prendre à Racine. Et puis, un matin de 1960, il reçoit une note de service. La note est courte. Elle concerne la couleur des tracteurs. À compter d'une date précise, les machines produites à Vierzon seront peintes aux couleurs de Caz, le rouge et le jaune. Le vert, ce vert profond, ce vert qui était la promesse dont Marcel lui avait parlé, ce vert que les paysans français reconnaissaient de loin dans leurs champs, est supprimé, officiellement, définitivement, par décision du siège social de Racine, Illinois. Dans l'atelier de peinture, Marcel reçoit la même note. Il la lit une fois, puis une deuxième fois. Puis il la pose sur son établi et il reste immobile un long moment, les mains à plat sur le métal froid. 30 ans après, il se souviendra encore de ce moment. Il dira « C'est comme si on m'avait demandé de changer le prénom de mes enfants. La machine, c'était pareil. Le verre, ça faisait partie d'elle. » Le lendemain matin, Marcel prend son pistolet à peinture. Il charge du rouge casse. Il applique la première couche sur le capot d'un tracteur qui, quelques semaines plus tôt, serait sorti vert. Personne ne lui a demandé son avis. Personne n'a demandé l'avis de quiconque à Vierzon. En 1964, la production des derniers tracteurs à boule chaude s'arrête définitivement. Le modèle Super 204, dernier vrai Vierzon monocylindre, lancé fin 1959, tire sa révérence. Moins de 100 exemplaires du modèle 552 avaient été construits dans les années précédentes. La gamme historique qui avait fait la gloire de la marque disparaît sans fanfare, sans cérémonie, sans la moindre reconnaissance publique de ce qu'elle avait représenté. Caz continue d'utiliser l'usine de Vierzon pour produire des engins de travaux publics puis d'autres machines. L'établissement tourne encore. Les ouvriers ont encore du travail pour l'instant. Mais le tracteur vert n'existe plus. La Société française de Vierzon n'existe plus vraiment. Il reste le nom sur certains documents administratifs, il reste les murs de l'usine, il reste les hommes. Mais l'âme est partie avec la couleur. Antoine range ses carnets de dessins de moteurs à boule chaude dans un tiroir. Il ne les rouvrira plus au bureau. Ce qu'il avait appris, ce qu'il aimait, ce pourquoi il était venu travailler ici, tout ça n'a plus sa place dans les nouveaux plans de production. Il continuera à venir chaque matin, parce qu'il a une famille, parce qu'il a un salaire, parce que c'est ce qu'on fait quand on n'a pas d'autre choix. Mais quelque chose en lui, ce matin de 1960 où il a lu la note de service sur la couleur, s'est éteint aussi silencieusement que les derniers feux d'un moteur à boule chaude qu'on laisse refroidir. L'usine tourne encore, les années passent. Mais à Vierzon, tout le monde sait, sans se le dire, que ce qui se passe là n'est plus qu'un long au revoir. Les années 1960 à Vierzon ressemblent à une photo qui se décolore lentement. Rien ne s'effondre brutalement. Rien ne brûle, rien n'explose, aucune catastrophe soudaine ne vient marquer le début de la fin. C'est plus insidieux que ça. C'est une usine qui tourne, mais moins bien qu'avant. Des commandes qui arrivent, mais moins nombreuses qu'avant. Des ouvriers qui pointent chaque matin, mais moins confiants qu'avant. Une ville qui vit, mais qui commence à sentir que quelque chose se dérobe sous ses pieds. Caz maintient l'activité à Vierzon, mais les priorités du groupe américain ne sont pas celles de la ville française. Les investissements qui auraient pu moderniser les ateliers, renouveler les machines-outils, former les ouvriers aux nouvelles technologies, ces investissements partent ailleurs, vers les usines américaines, vers les nouvelles acquisitions européennes de Caz dans des pays jugés plus stratégiques. Vierzon produit ce qu'on lui demande de produire.
Des engins de travaux publics, des pièces détachées, des sous-ensembles pour d'autres usines du groupe. Le travail existe, mais la fierté de construire quelque chose qui porte votre nom, qui traverse les champs de votre pays, qui représente votre savoir-faire, cette fierté-là s'est évaporée avec la couleur verte. Dans les années 1970, la crise économique mondiale frappe la France de plein fouet. Le choc pétrolier de 1973 bouleverse toutes les équations industrielles. L'énergie devient chère, les coûts de production explosent. Les entreprises qui avaient survécu en fonctionnant à flux tendu, sans véritable réserve, sans stratégie long terme, ces entreprises se retrouvent brutalement exposées. À Vierzon, les fermetures s'enchaînent comme des dominos. En 1962, Unlec remplace Merlin. En 1963, Polstra remplace Brouot. Les noms changent, les propriétaires changent. Mais derrière ces changements de nom, c'est toujours la même réalité. Des emplois qui disparaissent, des familles qui s'appauvrissent, une ville qui rétrécit. En 1980, le directeur d'une des usines vierzonaises prend la parole à la tribune du CNPF, le syndicat patronal français. Devant ses pairs, cet homme en costume pleure. Il dit qu'il doit fermer son usine, qu'il n'a pas d'autre choix, que les chiffres ne laissent aucune marge. La salle est silencieuse. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est le portrait d'une époque. À Vierzon, la mobilisation est immédiate. Les ouvriers occupent l'usine. Pendant des mois, ils refusent de partir. Ils dorment dans les ateliers, organisent des rondes, maintiennent les machines en état, prouvent par leur présence que l'usine peut encore vivre. En 1981, ils obtiennent une victoire improbable, la transformation de l'usine en coopérative ouvrière. L'entreprise survit sous cette forme, une île de résistance dans un océan de désindustrialisation. Marcel, pendant ces années, continue son travail à la SFEV devenue CASE. Il participe aux assemblées syndicales. Il signe les pétitions. Il défile sous les banderoles lors des journées d'action. Non pas parce qu'il croit encore que la direction américaine changera de cap. Il a depuis longtemps abandonné cette illusion. Mais parce que c'est son usine. Parce que ses 30 ans de travail sont dans ses murs. Parce qu'un homme ne peut pas regarder mourir ce qu'il a construit sans au moins témoigner. Antoine, lui, a fait un choix différent. Au début des années 1970, il a compris que son avenir n'était plus à Vierzon. Pas parce qu'il manquait de courage, mais parce qu'il manquait de perspective. Les bureaux d'études se vidaient, les projets de développement étaient gelés, les ingénieurs qui restaient passaient leur journée à adapter des conceptions venues de Racine pour les normes françaises. Un travail de traduction, pas de création. Antoine avait été formé pour inventer. On lui demandait de copier. Il part. Il trouve un poste dans une entreprise de mécanique industrielle en région parisienne. Des pompes hydrauliques, des systèmes de transmission, des composants pour l'industrie automobile. Un bon travail, bien payé, techniquement intéressant. Il fait une belle carrière, il fonde une famille. Il réussit selon tous les critères habituels de la réussite. Mais il garde dans un tiroir chez lui les carnets de dessin qu'il avait remplis à Vierzon. Les moteurs à boules chaudes, les coupes transversales du 302, les améliorations qu'il avait imaginées et qui n'avaient jamais été construites. Il ne les montre à personne. Il ne sait pas lui-même pourquoi il les garde. Peut-être parce que jeter ses carnets, ce serait admettre que cette partie de sa vie n'a servi à rien. Les années passent. L'usine tourne, de moins en moins, de plus en plus silencieusement. Et puis arrive 1995. 1995, CASE annonce sa décision. L'usine de Vierzon ferme. Les activités restantes sont transférées ou supprimées. Le groupe américain, qui a lui-même traversé des décennies de fusion, de restructuration, de batailles boursières, n'a plus besoin de cette installation française qui coûte plus qu'elle ne rapporte. La décision est économique, rationnelle, incontestable selon la logique des marchés financiers. Elle est aussi pour Vierzon une sentence de mort. CASE quittera officiellement la ville en 1996, mais la production, elle, s'arrête en décembre 1995. Le dernier jour, Marcel a 55 ans. Il travaille à la SFEV, à la CASE comme il dit maintenant, avec une légère grimace, depuis 33 ans. Depuis le matin où il avait appris à peindre ce verre qui était une promesse. Depuis la note de service qui lui avait demandé de passer au rouge. Depuis toutes ces années à continuer,
parce que c'était son travail, parce que c'était sa vie, parce qu'il ne savait pas faire autre chose et ne voulait pas apprendre. Ce matin-là, il arrive à l'heure habituelle. Il pointe. Il enfile sa combinaison. Il fait ce qu'il fait depuis 33 ans, par habitude, par dignité, parce qu'un ouvrier qui ne travaille pas le dernier jour n'est plus tout à fait un ouvrier. Mais les chaînes sont à l'arrêt. Les machines sont froides. Il n'y a rien à peindre. Alors Marcel fait quelque chose qu'il n'a jamais fait en 33 ans de travail. Il marche lentement à travers les ateliers, tous les ateliers, l'un après l'autre, les 18 000 mètres carrés de cette usine qui a été son royaume et sa prison. Il pose sa main sur les machines, sur les établis, sur les murs de briques que les ouvriers de 1908 ont construits, ces murs qui ont vu deux guerres, une occupation, un assassinat, une renaissance, une trahison, et maintenant cette fin sans gloire. Il ne pleure pas, il n'est pas du genre à pleurer, mais ses lèvres bougent légèrement, comme s'il parlait à quelqu'un. Peut-être aux machines, peut-être à son père, mais ce qui avait travaillé ici avant lui. Peut-être à personne, juste les mots qui sortent parce qu'ils ne peuvent plus rester à l'intérieur. L'après-midi, les derniers ouvriers se rassemblent dans la cour. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de représentant de case. Personne n'a fait le voyage depuis Racine pour dire au revoir à 148 ans d'histoire. Il n'y a pas de journalistes, pas de caméras de télévision, pas de délégation officielle. Il y a juste des hommes et des femmes en combinaison de travail, debout dans le froid de décembre, qui se regardent sans trop savoir quoi se dire. Quelqu'un sort une bouteille. On boit un verre, on parle de tout et de rien, du match de foot du week-end, des enfants, des projets de vacances que personne n'a vraiment. On évite de parler de ce qui vient de se terminer, parce que les mots pour ça n'existent pas encore. Et puis, un à un, ils partent. Marcel est l'un des derniers. Avant de sortir, il se retourne une dernière fois vers les ateliers. La lumière de décembre entre par les grandes fenêtres poussiéreuses, cette lumière grise et froide qui est la lumière de la fin des choses. Les machines silencieuses projettent des ombres longues sur le sol en béton. L'odeur est encore là, cette odeur d'huile de coupe, de métal chauffé, de peinture séchée que Marcel porte dans ses narines depuis l'âge de 22 ans. Elle sera encore là dans une semaine, dans un mois. Les odeurs partent plus lentement que les hommes. Il sort. La porte de fer se ferme derrière lui. Le verrou tombe. 148 ans. Silence. Ce soir-là, Marcel rentre chez lui à pied. Il habite à 10 minutes à pied de l'usine, comme tous les ouvriers de sa génération qui avaient choisi leur logement en fonction de leur lieu de travail, comme si l'un et l'autre ne pouvaient pas exister séparément. Il passe devant la façade de l'atelier thermique, ces murs de briques et de métal construits entre 1908 et 1924, qui seront classés monuments historiques quelques années plus tard, dernier hommage rendu trop tard à ceux qui les avaient élevés. Il ne sait pas encore ce que sa vie va devenir. Il ne sait pas qu'il passera les 3 années suivantes à chercher un emploi qui utilise ses compétences de peintre industriel, que les usines qu'il approchera lui diront poliment qu'il est trop spécialisé, trop âgé, trop marqué par une façon de travailler qui n'a plus cours. Il ne sait pas que la reconversion sera longue, difficile, humiliante par moments. Pas parce qu'il manque de volonté, mais parce que le monde n'a plus de place pour un homme dont le savoir-faire était d'appliquer la bonne couleur sur la bonne machine avec la bonne précision. Ce soir-là, il sait juste une chose. Demain matin, pour la première fois en 33 ans, il n'y a nulle part où aller. Mais à Vierzon, une question reste suspendue dans l'air froid de décembre. Est-ce vraiment une fin? Ou est-ce que quelque chose, une mémoire, une fierté, une couleur, peut survivre même quand les portes se ferment? Vierzon, janvier 1996. Le froid est le même qu'en décembre. Les rues sont les mêmes. Les maisons ouvrières aux façades de briques rouges sont les mêmes, alignées dans ces quartiers qui avaient été construits pour les hommes de l'usine, à distance raisonnable des ateliers, à distance raisonnable du bruit et de l'odeur. Mais pas trop loin, parce qu'un ouvrier qui habite loin de son usine est un ouvrier qui peut partir ailleurs. Mais quelque chose a changé. Le matin, à l'heure où les hommes de la génération de Marcel auraient dû pointer, il n'y a plus de mouvement dans ces rues. Plus de vélos qui filent vers les grilles. Plus de groupes qui marchent en parlant fort dans le froid. Le silence des rues ouvrières à 6 heures du matin est un silence d'un type particulier.
Pas le silence paisible des villes endormies, mais le silence de quelque chose qui manque, de quelque chose qui aurait dû être là et qui n'est plus. Vierzon apprend à vivre avec ce manque. Ce n'est pas la première fois que la ville perd une industrie. La porcelaine a disparu. Vierzon avait compté une dizaine de manufactures de porcelaine au début du XXe siècle, et il n'en reste plus rien que quelques pièces dans les vitrines du musée. Les verreries ont fermé. La confection a disparu. La pointerie, cette industrie de fabrication d'aiguilles et d'épingles qui avait employé des centaines d'ouvrières pendant des décennies, n'existe plus. Chaque fermeture avait laissé une cicatrice. La fermeture de la SFV Case laisse quelque chose de plus profond qu'une cicatrice. Elle laisse un vide central. Un vide qui était depuis 148 ans le cœur économique et symbolique de la ville. Marcel, lui, traverse ces mois comme on traverse un territoire inconnu sans carte. Il envoie des candidatures. Il se présente dans les usines de la région. Il y en a encore quelques-unes. Des équipementiers automobiles principalement. Des fabricants de composants mécaniques. On lui dit qu'il est qualifié. On lui dit aussi, avec des formulations polies qui signifient toute la même chose, qu'il a 55 ans et que c'est un problème. Que son expérience est très spécifique. Que la peinture industrielle sur tracteur agricole, ce n'est pas exactement ce dont ils ont besoin. Il ne se plaint pas, ce n'est pas son style. Mais le soir, dans sa cuisine, il y a un silence entre lui et sa femme, qui dit tout ce que les mots ne disent pas. Antoine, lui, apprend la fermeture depuis Paris. Il lit la nouvelle dans le journal, quelques lignes dans les pages économiques, pas même un article complet, juste une brève parmi d'autres brèves industrielles. Il pose le journal. Il pense à Vierson, aux ateliers, aux carnets qu'il garde dans son tiroir. Il pense au chef d'atelier qui lui avait dit, 37 ans plus tôt, « C'est beau ce que tu fais, Antoine, mais ce n'est plus ça qu'on nous demande. » Il se demande si les choses auraient pu être différentes. Si une autre décision en 1958 aurait changé la trajectoire. Si la SFV, avec un partenaire différent ou pas de partenaire du tout, aurait trouvé un chemin vers la modernité qui n'impliquait pas d'effacer ce qu'elle était. Il n'a pas de réponse. Personne n'en a. Dans les années qui suivent, la ville réagit comme elle peut. La municipalité rachète les bâtiments de l'ancienne usine. Les ateliers thermiques du bas, ces structures de briques et de métal construites entre 1908 et 1924, avec leurs charpentes métalliques et leurs pignons de fer aux motifs décoratifs, sont classés monuments historiques par arrêté préfectoral en mars 1949. Un musée s'installe dans les locaux, le musée de Vierzon, labellisé Musée de France par le ministère de la Culture, qui rassemble dans ses 600 mètres carrés d'exposition l'histoire industrielle et ferroviaire de la ville, les pièces de porcelaine et de grès flammés, les machines agricoles, les témoignages des hommes et des femmes qui ont travaillé ici. C'est une belle initiative. C'est un hommage sincère. C'est aussi, inévitablement, la transformation d'un lieu vivant en lieu de mémoire. L'usine devient musée comme un homme devient statue, après sa mort, en reconnaissance de ce qu'il a été, dans l'impossibilité de ce qu'il aurait pu continuer à être. Et puis, il y a Thomas. Thomas a 32 ans, en 1996. Son père a travaillé à la SFV pendant 20 ans. Pas comme peintre comme Marcel, pas comme ingénieur comme Antoine, mais comme tourneur-fraiseur dans l'atelier d'usinage. Un de ces ouvriers de précision dont le travail invisible rend possible tout le reste. Son père a été licencié lors d'une vague de suppression de postes au milieu des années 1980, quand Case avait déjà commencé à démanteler silencieusement ce qui pouvait l'être. Ce que son père lui a laissé en héritage, ce n'est pas un poste, ce n'est pas un métier, ce n'est même pas une rancœur. Son père n'était pas un homme de rancœur. C'est une chose concrète, matérielle, verte. Dans la cour de la maison familiale, sous un auvent que son père avait construit de ses mains, il y a un tracteur SFV modèle 302, numéro de série 1362, fabriqué en 1955. Vert, toujours vert. Le capot est intact, les garde-boue sont droits, la peinture, retouchée avec soin chaque fois que la rouille commence à pointer, est d'un vert profond. Pas exactement le vert d'origine, parce que la peinture d'origine n'existe plus nulle part, mais un vert qui s'en approche, un vert que son père avait mélangé lui-même pendant des années jusqu'à retrouver la bonne teinte. Son père lui avait dit «
Tant que ce tracteur est vert, la SFV n'est pas morte. Thomas entretient la machine avec une attention qui dépasse la simple mécanique. Il change les joints, il vérifie la compression, il fait tourner le moteur 2 fois par semaine, ce battement lent et grave, ce son unique que les voisins reconnaissent de loin et qui provoque, chez les anciens du quartier, quelque chose qui ressemble à de la reconnaissance mêlée de douleur. Il ne sait pas encore que ce tracteur, ce 302 de 1955 qui bat comme un cœur dans la cour de sa maison, va devenir, dans les années à venir, bien plus qu'une machine à entretenir. Il va devenir une réponse. Pas à toutes les questions, mais à la plus importante d'entre elles. Une décennie après la fermeture. Vierzon existe toujours. C'est important de le dire, parce que les villes industrielles qui perdent leur industrie ne disparaissent pas du jour au lendemain. Elles se transforment, douloureusement, lentement, avec cette résilience propre aux endroits qui ont été construits par des gens qui savaient ce que travailler veut dire. Les équipementiers automobiles constituent désormais le bataillon le plus important de l'emploi local. Quelques fabricants de composants hydrauliques ont pris pied dans la zone industrielle, le pôle industriel. Cœur de France tente de structurer ce qui reste de savoir-faire mécanique dans la région. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas suffisant pour combler le vide. Mais ce n'est pas rien. Marcel, à 60 ans passés, a fini par trouver quelque chose. Pas dans son métier. Il avait renoncé à ça. Mais dans une coopérative de maintenance industrielle qui avait besoin d'un homme capable de tout faire avec ses mains. Capable de regarder une machine en panne et de comprendre ce qui ne va pas avant même d'ouvrir le manuel. Il gagne moins qu'avant. Il travaille moins qu'avant. Mais il travaille. Et cette dignité-là, dans un pays qui a trop souvent traité les ouvriers de 50 ans comme des objets périmés, cette dignité n'est pas négligeable. Il ne parle pas souvent de la SFV. Quand on lui pose la question, ses enfants parfois, ou des journalistes qui font des reportages sur la désindustrialisation française, il répond brièvement, sans amertume excessive, avec cette économie de mots propres aux hommes qui ont appris que les mots changent rarement les choses. Il dit que c'était une bonne usine. Il dit que les tracteurs qu'il construisait étaient honnêtes. Il dit que le vert était une belle couleur. Antoine est à la retraite. Il a eu une belle carrière dans l'industrie hydraulique. Il a formé des ingénieurs plus jeunes. Il a déposé quelques brevets. Il a été respecté. À 65 ans, il vit dans une maison près de Tours, avec un jardin qu'il entretient avec la même précision qu'il mettait autrefois à ses dessins techniques. Un jour, ses petits-enfants trouvaient les carnets dans le tiroir du bureau. Il les feuillette sans comprendre. Des dessins techniques, des coupes de moteur, des annotations en pâte de mouche sur du papier jauni. Il demande ce que c'est. Antoine prend les carnets, les pose sur la table de la cuisine, et pour la première fois depuis 40 ans, il les ouvre vraiment. Il explique. Il parle du moteur à boule chaude, de sa logique profonde, de cette façon qu'il avait de transformer n'importe quel carburant en mouvement. Une alchimie simple et radicale que les moteurs modernes, avec toute leur sophistication électronique, ne savent plus faire. Ces petits-enfants écoutent, pas par politesse, par fascination réelle, parce qu'il y a dans la voix d'Antoine, quand il parle de ces machines, quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu quand il parle de sa carrière dans les pompes hydrauliques. Quelque chose qui ressemble à de l'amour. Thomas, lui, n'a pas bougé. Il est toujours dans la maison familiale de Vierzon. Il travaille dans une entreprise de mécanique de la zone industrielle. Un bon poste, stable, qui utilise une partie de ce qu'il sait faire. Et 2 fois par semaine, il sort dans la cour, sous l'auvent que son père avait construit, et il fait tourner le 302. Le tracteur a maintenant 70 ans. Il tourne toujours. Ce battement lent et grave, ce son que les ingénieurs de la SFV avaient soigneusement conçu pour être régulier, économique, éternel, résonne dans la cour, passe par-dessus le mur, se répand dans la rue. Les voisins anciens s'arrêtent parfois sur le trottoir, les yeux fermés un instant. Les voisins jeunes regardent par-dessus le portail avec curiosité. Certains dimanches, Thomas emmène le 302 au rassemblement de tracteurs anciens qui se tiennent dans la région. Ces foires du patrimoine agricole où des passionnés de toute la France convergent avec leurs machines restaurées. Le Vierzon vert attire toujours l'attention. Les connaisseurs s'approchent, examinent, posent des questions.
En France, les modèles à boule chaude de la SFV sont devenus les plus recherchés des collectionneurs. Rares, authentiques, porteurs d'une histoire que beaucoup ignoraient et que tous, une fois qu'on la leur raconte, trouvent inoubliable. Thomas raconte, patiemment, avec les mots de son père. Un après-midi de printemps, Thomas est assis sur le siège du 302 dans la cour. Il n'a pas démarré le moteur. Il est simplement assis là, les mains posées sur le volant, regardant devant lui. Le soleil de fin d'après-midi traverse les branches du tilleul et pose des taches de lumière sur le capot vert. De l'autre côté de la rue, on aperçoit la façade de l'ancienne usine. Les murs de briques, les grandes fenêtres aux vitres poussiéreuses, le panneau discret qui indique l'entrée du musée. La porte est toujours fermée. C'est un mardi, jour de fermeture. Il reste là un long moment. Ce n'est pas de la nostalgie, ou pas seulement. C'est quelque chose de plus difficile à nommer. La conscience que certaines choses qui ont existé méritaient de continuer à exister, et que le monde n'a pas toujours la sagesse de le reconnaître avant qu'il soit trop tard. La conscience aussi que la mémoire n'est pas une consolation suffisante, mais que c'est parfois tout ce qu'on peut offrir. Célestin Gérard avait construit sa première batteuse pour soulager la peine de son père. 148 ans plus tard, Thomas entretient un tracteur vert pour honorer la mémoire du sien. Le geste est le même. L'amour filial, la transmission silencieuse, la conviction que ce qu'on reçoit des mains de ceux qui nous ont précédés vaut la peine d'être gardé, même quand le monde autour vous dit que c'est dépassé, que c'est archaïque, que c'est sans valeur marchande, peut-être que c'est ça, finalement, la leçon de Vierzon. Pas une leçon de management, pas une leçon de stratégie industrielle, pas une mise en garde contre les rachats étrangers ou les erreurs de modernisation. Même si tout cela est vrai, même si tout cela a compté, la leçon est plus simple et plus grande que ça. Elle dit qu'une entreprise n'est pas seulement un bilan comptable, une part de marché, une ligne dans un rapport annuel. Elle est aussi la somme des gestes de ceux qui y ont travaillé, la couleur qu'on a choisie, la promesse qu'on a tenue, matin après matin, tracteur après tracteur, et que quand cette somme-là disparaît, quand on efface la couleur, quand on ferme les portes, quand on transforme les ateliers en musées, quelque chose qui appartenait à tout le monde, pas seulement aux actionnaires, pas seulement aux dirigeants, est perdu. Le soleil descend derrière les toits de Vierzon. Thomas pose la main à plat sur le capot du 302. Le métal est chaud, de cette chaleur douce que le soleil donne aux choses qui ont de l'épaisseur, aux choses qui ont duré. Il ne démarre pas le moteur. Certains jours, il suffit que la machine soit là, verte,